Bonjour, bienvenue sur notre webinaire sur la rentrée scolaire où on va parler de stratégie de préparation aux routines scolaires. Mon nom est Véronique Chiasson et je suis ergothérapeute en pratique privée dans la région d'Ottawa et aussi je travaille avec un programme qui se nomme Quick Start. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre vos questions, n'importe quelle question à n'importe quel moment pendant le webinaire dans la boîte questions-réponses. Et on va se faire plaisir d'y répondre pendant la fin du webinaire. Merci beaucoup. Donc, nos objectifs d'apprentissage aujourd'hui sont que j'espère qu'on va pouvoir vous aider à apprendre des stratégies simples que vous allez pouvoir pratiquer avec votre enfant dans les jours qui s'en viennent là, avant le début de l'école. Puis aussi, on va identifier des routines que vous pouvez mettre en œuvre à la maison là, pour faciliter la transition à l'école. Puis, on va parler aussi de créativité, puis comment on peut planifier puis mettre en pratique là, ces compétences-là, puis des activités qui sont liées à l'école, mais à la maison. Donc, la première chose qu'on va discuter, on va parler de définir un cadre pour l'enseignement des habiletés. Donc, comment est-ce qu'on va décider qu'est-ce qu'il faut enseigner? Dans le fond, qu'est-ce que votre enfant aurait besoin d'apprendre? Ensuite, on va décrire des routines, là, puis des compétences sur lesquelles vous pourriez vous concentrer à la maison. Bien, ça pourrait inclure, par exemple, des routines du matin, on va en parler, routines du coucher, l'habillage, routine des repas, motricité fine, de jeu à l'extérieur, l'attention, l'organisation et la planification et aussi la régulation des émotions. Toutes des habiletés très importantes pour l'école. On va aussi parler de quelques ressources là, pour des occasions sociales également. Donc, par où commencer? Donc, parfois, on a plusieurs choses sur lesquelles on pense, oh oui, il va avoir besoin de pouvoir faire ça à l'école ou oh, ça fait 2 mois qu'on est en congé, il faut qu'on s'y remette. Donc, par où est-ce qu'on peut commencer? Donc, dans le fond, ce que nous, on vous propose, c'est de commencer par choisir qu'est-ce que vous aimeriez que votre enfant puisse apprendre pour cette transition-là vers l'école. Et ensuite, comment lui enseigner. Donc, on va passer en revue là, ces 4 éléments-là, décider quoi enseigner, décomposer les compétences en petites étapes, l'aide aux besoins ou les incitations et aussi le renforcement. Donc, comment est-ce qu'on l'encourage là, à poursuivre ses apprentissages. Un petit peu plus tard, on va parler de quelques routines puis de compétences plus spécifiques, mais on va commencer par ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on veut enseigner? Donc, ça va être la première chose qu'on va parler. Donc, on appelle ça des habiletés cibles ou qu'est-ce que vous aimeriez que votre enfant puisse être capable d'atteindre, être capable de faire. Puis, ensuite de ça, on va appliquer les stratégies par la suite là, qu'on va discuter. Ici, on a quelques exemples, mais ce qu'on veut, c'est développer des habiletés qui auraient peut-être besoin à l'école. Donc, ici, un exemple, par exemple, ouvrir un contenant. Quand c'est le moment des repas à l'école, ça peut être important. Donc, ça, on appelle ça une habileté simple. C'est juste une chose, ouvrir un contenant. Il y a aussi des habiletés plus complexes, comme se brosser les dents, où est-ce que c'est plusieurs petites compétences ensemble qu'on enchaîne qui fait une grosse tâche. Donc, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on veut y penser aussi. Qu'est-ce qu'on aimerait enseigner? Qu'est-ce qu'on aimerait que notre enfant soit capable de faire? Donc, on veut faire attention de choisir quelque chose qui va profiter à votre enfant là, directement ou indirectement. Donc, si on sait que votre enfant aime les aliments chauds à l'école, bien, ouvrir le thermos, par exemple, pourrait être intéressant. Donc, pratiquer cette habileté-là qui va lui être utile. Donc, à ce moment-là, ça va lui profiter directement. Donc, si on lui enseigne à ouvrir des contenants, mais qu'on lui enseigne à ouvrir le contenant dans lequel la nourriture qu'il aime beaucoup est, ça, c'est une habileté cible là, qui peut être très intéressante. Donc, si on veut décrire cette habileté-là, je vous suggère d'avoir une idée vraiment précise dans votre tête qui est observable de qu'est-ce que vous aimeriez voir votre enfant faire. Le visualiser, là, ça va vous aider à voir qu'est-ce que vous aimeriez que votre enfant puisse faire. Puis là, ensuite, comment on va faire pour s'y rendre. Donc, une fois qu'on a une habileté en tête ou plusieurs habiletés en tête, on veut la décomposer en plus petites
en plus petites unités ou en plus petites étapes. Donc, par exemple, si ça serait pour ouvrir le thermos, ben, c'est quoi les étapes pour ouvrir le thermos? Puis qu'est-ce qu'il est capable de faire? Puis qu'est-ce qu'il a besoin d'aide en ce moment? Donc, c'est ça qu'on voudrait déterminer. Si c'est une tâche qui a plusieurs étapes, on veut voir, comme par exemple mettre le pantalon ou se brosser les dents, qu'est-ce que votre enfant est capable de faire en ce moment et qu'est-ce qui va être l'aide qu'il va peut-être avoir besoin. Donc, on veut déterminer les petites étapes. Il y a beaucoup de tâches là qui impliquent énormément d'étapes, comme laver les mains. Je l'avais analysé l'autre fois. Je pense qu'il y a 9 étapes pour laver les mains. Donc, on veut voir quelle étape votre enfant est capable de faire et quelle il va avoir besoin d'aide. Donc, décomposer l'habileté en petites étapes pour savoir, bien, OK, par où est-ce qu'on va commencer et comment on va s'y prendre. Donc là, qu'on a une habileté en tête et qu'on sait où est-ce que votre enfant se situe, on va pouvoir les enseigner ces étapes-là. Donc, ça se peut, pendant qu'on enseigne, qu'on a besoin d'amener de l'aide pour que votre enfant soit capable de faire la tâche. Donc, par exemple, ici, c'est verser du lait dans son bol. On voit que, oh, il a besoin d'aide. Donc, ici, on amène de l'aide physique. Donc, physiquement, on va aider l'enfant à verser le lait. Il y a différentes aides ou incitations, hein, c'est un autre mot qu'on utilise, qui peuvent être des incitations gestuelles. Donc, par exemple, pour certains enfants, ça serait pointer dans le bol et l'enfant peut verser son lait tout seul. Ça pourrait être aussi être du modelage, où est-ce que je modèle moi-même à verser du lait. Et là, je laisse à l'enfant la chance de le faire. Donc, copier, imiter. Si on utilise celle-là, c'est sûr qu'on veut que l'enfant soit capable d'imiter. Donc, on va vouloir utiliser cette incitation-là s'il est capable d'imiter. L'aide physique, bien, il y en a différents niveaux d'aide physique. On peut aider complètement. Hein? Donc, ça, on veut s'attendre que l'enfant, par contre, on va vouloir estomper cette aide-là le plus rapidement possible si on l'aide complètement, hein, si on le fait avec lui. Il y a des petites aides où est-ce qu'on va juste donner des petits gestes, là. Par exemple, juste aider à tenir la bouteille pour qu'il puisse verser. Juste un petit peu, lui montrer qu'il faut le lever. Donc, on va peut-être donner un petit peu d'aide physique. Donc, l'aide physique a différents niveaux et on va estomper, donc réduire ces aides-là à mesure que votre enfant est capable de faire la tâche. Donc, ça, c'est pour les incitations. Donc, quand votre enfant il fait des efforts et il essaie de faire la tâche que vous êtes en train de faire, bien, on veut récompenser les efforts. Donc, reconnaître les efforts. On appelle ça le renforcement positif. Donc, pour que votre enfant puisse être de plus en plus autonome, bien, la motivation va avoir un grand impact là-dessus. Donc, pendant qu'il travaille sur cette compétence-là, vous allez vouloir penser à qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il y a plus de chances qu'il va démontrer l'habileté. Donc, une des choses que moi, je travaille énormément, c'est ce que j'appelle le renforcement naturel. Donc, est-ce que être capable de faire la tâche amène un renforcement naturel? Donc, par exemple, dans le cas du thermo, s'il est capable d'ouvrir son thermo, puis il est motivé par ce qui est dedans, ben, ce qui est dedans devient le renforcement positif. Donc, à ce moment-là, oui, je peux offrir un bravo, des choses comme ça, mais dans le fond, le vrai renforcement, c'est où je peux accéder la nourriture qui est dans mon thermo que j'aime bien. Par contre, parfois, c'est plus difficile de motiver. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Est-ce que, par exemple, si c'est s'habiller ou mettre ses chaussures, est-ce que la tâche qui vient après ou l'activité qui vient après est motivante? Par exemple, on met nos souliers pour aller jouer dehors. Bien, si votre enfant adore ça, jouer dehors, il y a plus de chances qu'il va travailler fort à mettre ses chaussures et il va probablement avoir plus de motivation à développer son autonomie là, pour mettre ses chaussures. Par contre, certains enfants, peut-être qu'aller dehors, c'est pas très motivant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait amener comme renforcement? Est-ce que par exemple, des éloges ou des mots réconfortants comme bravo, super, tu travailles fort, tu es champion, tout ça fonctionne pour votre enfant? Ça pourrait être un type de renforcement positif. Hein, parfois, les tapes 5, des choses comme ça. Ou est-ce qu'une activité préférée, est-ce que, OK, on met nos chaussures, on va jouer dehors, puis quand on revient, on a accès à la tablette ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a besoin d'un renforcement comme ça, un petit peu un temps d'écran, un jouet, un livre préféré? Peut-être que si on met des souliers pour aller dans l'auto,
Peut-être qu'on peut avoir accès à un livre préféré une fois qu'on est dans l'auto, par exemple. Qu'est-ce qui serait plaisant pour votre enfant et qui augmenterait les chances qu'il travaille fort à mettre ses chaussures avant d'aller dehors, par exemple? Donc, ça, c'est le renforcement positif. Donc, on va amener ça quand votre enfant fait des efforts à travailler l'habileté cible que vous êtes en train de travailler. Une fois qu'il y a une habileté, votre enfant est capable, par exemple, d'ouvrir son thermo, là, on veut voir la généralisation. Est-ce qu'il est capable de le faire avec différentes personnes, dans différents lieux, avec différents matériels? Si le thermo change, est-ce qu'il va être quand même capable? Donc, ça, c'est la généralisation. C'est la capacité d'un enfant à pouvoir effectuer une compétence, par exemple, dans différents contextes. C'est la possibilité aussi d'appliquer d'une façon différente. Donc, le thermo, OK, mais peut-être que ça veut dire aussi le contenant là, de plastique avec le couvercle qui tourne. Ça aussi, c'est une généralisation de ouvrir en dévissant. Donc, ça, c'est l'objectif final. Ça serait qu'il puisse ouvrir ses contenants à l'école, par exemple. On veut que votre enfant puisse réussir là, le mieux possible. On peut peut-être aussi changer la façon qu'on le dit, la consigne, comment qu'elle est donnée. Donc, une fois que l'enfant est capable de faire ça dans ces différents contextes-là, on peut considérer qu'une habileté est acquise et généralisée. Donc, on pense que ça va être maîtrisé quand ça, c'est possible. Donc, on veut voir, est-ce qu'on va se concentrer sur la généralisation? Est-ce que, par exemple, on veut qu'il puisse ouvrir différents contenants dans différents, comme à la maison, à l'école? Bien là, on considérait que l'habileté est généralisée. Donc là, on va se lancer dans les différentes habiletés qu'on pourrait développer. La première, on pense souvent que l'école, c'est la numératie, la littératie et les compétences là, plus importantes pour l'école. Par contre, il y a des compétences qui sont nécessaires, qui sont comme en dessous de ça, là, qui sont vraiment pivots. Donc, l'attention, c'en est une. Donc, pour que votre enfant puisse être attentif à l'école et apprendre, on veut qu'il puisse être attentif. Donc, on peut renforcer l'attention. Voici des exemples. Par exemple, réagir à son nom, réagir à d'autres indices, par exemple, quand l'enseignant parle de regarder ou de suivre un pointage ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est des habiletés qui sont importantes à développer. Souvent, ça fait bizarre là, de penser à ça, là, mais quand on pense, par exemple, à réagir à son nom, donc si on l'appelle, si on y pense, on appelle souvent nos enfants, moi inclus, là, quand on veut leur demander quelque chose. Donc, souvent, ça va être, ils sont en train de faire une activité, ils sont occupés à faire quelque chose et on appelle leur nom pour qu'ils viennent manger ou qu'ils viennent s'habiller ou qu'ils viennent prendre la douche ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas toujours dans des circonstances positives. Donc, quand on veut travailler à réagir à son nom, on veut le faire dans des moments qui pourraient être plaisants, par exemple. Donc, si on veut qu'il réagisse à son nom, donc ça pourrait être à des moments où est-ce qu'on veut lui faire une activité plaisante avec lui, ou est-ce qu'on a un de ses desserts préférés à lui proposer, ou quelque chose comme ça, pour que la réponse là, qu'il nous donne soit attachée à un renforcement qui est positif, quelque chose de positif qui se passe. Donc, ça, c'est un des petits trucs, là. On voit que la réponse au prénom, elle augmente beaucoup quand on appelle le prénom dans des moments là, plaisants comme ça. Une autre chose qu'on veut peut-être faire au début, c'est de penser à réagir à d'autres indices parce qu'on apprend beaucoup de ce qui se passe dans l'environnement. Donc, ce qui est capable de suivre quand vous pointez quelque chose d'intéressant, quand vous lui dites « regarde ». Donc, ça aussi, là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à regarder avant que l'école commence. Une des choses qu'on peut penser aussi, c'est au début, c'est de limiter les distractions quand on travaille ceci. Donc, comme je disais tantôt, s'il est en train de jouer sur la tablette, c'est peut-être pas le meilleur moment de travailler la réponse au prénom. Donc, on pourrait le travailler quand il n'est pas occupé à faire quelque chose. Et graduellement,
le travailler dans des contextes où est-ce que là, il est peut-être plus distrait, il y a peut-être plus de bruit pour qu'il s'habitue là, à réagir, même s'il y a des distractions là, autour de lui. Donc, ça, c'est des suggestions pour les habiletés d'attention. Là, on va se pencher sur les routines. La première routine, c'est la routine du matin. Donc, on a parlé des informations de base, on a parlé des activités qu'on pourrait, quelles sont les compétences cibles que vous pourriez travailler, dont l'attention. Et là, maintenant, on va parler de la routine du matin. Les matins, ça peut être une période difficile, surtout si on passe d'un horaire d'été à un horaire scolaire. Donc, parfois, de commencer un petit peu à remettre une structure quelques semaines avant que l'école commence, ça peut être intéressant. Vous pouvez envisager créer un horaire du matin avec votre enfant en parlant certaines choses que vous allez devoir faire quand vous allez vous préparer à l'école. Donc, par exemple, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, pendant l'été, on ne s'habille pas nécessairement tout de suite. Parfois, il peut être un peu plus tard dans la matinée avant qu'on s'habille. Donc, quand on recommence à penser à l'école, là, on va remettre un peu un horaire en place où est-ce qu'on déjeune, on s'habille et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça inclut? Bien, là, j'ai mentionné s'habiller, déjeuner, peut-être les tâches d'hygiène, comme se brosser les cheveux, se brosser les dents, le visage, aller aux toilettes. Donc, en quel ordre, habituellement, est-ce que ça, vous le feriez? Puis commencer à penser peut-être à remettre un peu cette routine-là quelques semaines avant que l'école commence. Puis, vous pourriez aider votre enfant. Par exemple, est-ce que se préparer un panier repas ou des collations ou le sac à dos, est-ce que c'est des choses que vous vous attendez qu'il va être capable de faire cette année et que ça va faire partie des attentes? Si oui, on pourrait commencer maintenant à y penser à comment est-ce qu'on peut commencer à intégrer ça dans nos routines du matin. Pensez aussi au transport. Est-ce qu'il va se rendre à l'école? Comment est-ce qu'il se rend à l'école? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est l'autobus? Est-ce qu'il marche? Donc, ça aussi, ça va faire partie de la préparation à la transition. Qu'est-ce que vous avez besoin pour soutenir les routines du matin une fois que vous avez pensé à votre horaire? Est-ce qu'une liste de vérification, c'est assez pour, par exemple, vos plus grands qui sachent lire? Un horaire visuel peut-être? Est-ce qu'on veut des photos ou des images? Ou il y a des applications parfois sur des tablettes aussi qui pourraient être utilisées. Donc, comment est-ce que vous pouvez utiliser des soutiens visuels possiblement pour soutenir la routine du matin? Pendant les jours qui précèdent l'école, vous pourriez pratiquer une routine semblable étape par étape. C'est sûr qu'on ne va pas à l'école, mais une routine semblable. Puis là, commencer à utiliser ces images-là pour aider votre enfant à se remettre dans la routine. C'est sûr qu'il y a des étapes qui ne seront peut-être pas là, mais on pourrait quand même préparer un sac à dos parce que peut-être qu'on peut aller au parc avec le sac à dos, même si on n'y va pas. On peut mettre le goûter dedans, même si on ne va pas à l'école avec le lunch et tous les articles scolaires, par exemple. Donc, ça, c'est des idées pour la routine du matin. On va vous montrer des petits exemples. Donc, faites une analyse de tâches de votre routine du matin. Ça implique quoi comme activité? Ou tâches que vous avez à faire? Vous pouvez mettre la routine sous forme qu'est-ce qui va être mieux compris par votre enfant? Ici, c'est des petits bâtons de popsicle avec les étapes écrites dessus. Est-ce que c'est des images ou est-ce que c'est écrit? Ensuite, vous pouvez aider votre enfant à suivre la routine. Donc, est-ce qu'il y a besoin des incitations? Quels indices? Est-ce qu'il y a besoin des indices gestuels ou que vous montrez comment faire? Et ensuite, vous pouvez reconnaître ces efforts par du renforcement positif, comme on a discuté. Donc, ce qu'on a vu au début, on peut l'appliquer à la routine du matin. Un petit exemple ici avec des images où est-ce qu'on peut aider un enfant à mettre ses choses dans son sac. Ici, on a des images de qu'est-ce qui va dedans. On peut estomper ces aides-là. Si votre enfant en a besoin, je ne recommande pas des estomper, mais si jamais vous voyez que, je pense qu'il commence à se rappeler qu'est-ce qu'il a besoin de mettre dedans, on peut estomper les aides, puis juste avoir une petite liste de vérification. Donc, est-ce que mon sac est prêt, par exemple? On ne met pas nécessairement tout ce qui va dedans. Puis on veut voir si l'enfant va être capable de suivre la routine juste avec un petit rappel visuel sans avoir tout ce qui va dans le sac en images.
Donc, ça, c'est un exemple. On va parler des habiletés d'habillage parce que ça, c'est super important de notre routine scolaire. Ça arrive le matin, ça va arriver à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser pour l'habillage? Donc, on veut penser, la première chose, s'habiller, on veut développer l'autonomie, mais on veut aussi voir une combinaison, qu'est-ce que votre enfant est capable de faire? Est-ce qu'il est capable de s'habiller? Ça prend de la motricité pour ça. Donc, la conscience du corps, de l'équilibre, coordination des deux mains, la force. Ça prend de la motricité fine aussi, de la dextérité pour mettre différents vêtements. Donc, on veut penser à ces choses-là. Qu'est-ce qu'il est capable de faire en ce moment? On veut penser aussi aux tenues, donc le choix des vêtements. Qu'est-ce qui est important pour lui, votre enfant? Est-ce qu'on veut que ça soit confortable? Donc, est-ce qu'il est plus du genre pantalon de jogging avec t-shirt ou est-ce qu'il est capable de tolérer ça? Est-ce qu'on veut les leggings, par exemple? Donc, on pense à des choses qui sont faciles à enfiler et à enlever au début. Tenir compte des sensibilités sensorielles. Si jamais ça vous intéresse, on a un atelier sur les stratégies sensorielles, une série de webinaires que vous pourriez regarder là-dessus qui pourraient vous donner des idées. Mais pensez à ces choses-là. Est-ce que les étiquettes, c'est quelque chose auquel il faut que je pense? À quoi est-ce qu'il faut que je pense dans le choix des vêtements? Avec les petits temps froids qui s'en viennent aussi, est-ce que la transition vers des nouveaux vêtements avec des manches longues, par exemple, ou les pantalons longs, est-ce que c'est quelque chose qui va devoir s'habituer? Donc, on veut penser à ça en ce moment, surtout dans notre région où il peut venir de faire chaud à froid quand même assez rapidement. Donc, si votre enfant commence juste à acquérir ces compétences-là, donc on veut habituellement des choses faciles, avec moins de fermeture éclair, moins de boutons, des choses vraiment faciles à enfiler. Si jamais votre enfant va à l'école avec un uniforme, mais ça pourrait être intéressant de regarder, est-ce qu'il y a une option plutôt sportive qu'il a le droit de porter? Donc ça serait peut-être à vérifier avant. Des enfants un petit peu plus âgés, eux, pourraient peut-être avoir besoin de s'entraîner à changer de vêtements pendant la journée scolaire. Donc, commencer à parler de ça, quand il faut changer pour aller en éducation physique, par exemple, ou se rechanger dans les vêtements réguliers. Est-ce que, où est-ce que ça se passe dans le vestiaire et tout ça, et comment penser à ça avec votre enfant, là. Est-ce que ça peut poser des difficultés, ces changements-là, dans la journée, ou comment est-ce qu'on peut passer à travers ça? Donc, penser à ces transitions possibles-là, c'est important avant la rentrée scolaire. Voici quelques exemples d'habillage, des petites photos que nos collègues ont montrées. Donc, ici, il y a des façons de rendre plus facile au début pour soutenir votre enfant. Donc, par exemple, la première image démontre où est-ce qu'il y a un fauteuil pour s'asseoir. Les chaussures sont déjà prêtes, bien placées, le bon pied du bon côté et délacées. Donc, ici, on voit que il y a déjà des choses de fait, des incitations qui ont été mises en place. Positionnelles, c'est bien placé pour que votre enfant ait moins de difficultés. Puis, l'autre après, c'est plutôt, OK, on peut estomper ces aides-là, puis il faut qu'il aille chercher ses chaussures dans le bac et là, les mettre sur le bon pied, par exemple, pour qu'ils puissent, et puis ils vont peut-être encore être attachés, il faut les détacher avant de les mettre. Donc, ça, c'est un exemple de comment on peut estomper les aides pour l'habillage. Un autre exemple, on peut mettre les vêtements déjà prêts. Comment il faut les mettre si votre enfant n'est pas rendu à l'étape encore à tourner le gilet et savoir comment l'orienter pour le porter. On peut l'avoir déjà prêt sur la table, par exemple, et là, il y a juste besoin d'enfiler ou le short déjà placé dans le bon sens. Donc, ça, c'est l'exemple de gauche. Et à droite, ce qu'on voit, c'est on met plutôt la tenue est prête peut-être le soir d'avant. Et là, au fil du temps, on estompe ces aides-là, puis il peut juste prendre son chandail puis le mettre. Donc, ça, c'est des aides pour que ça aille un petit peu plus vite, qu'on ait un peu moins de frustration le matin. Et voilà, là, maintenant, on va parler des repas. Au moment des repas,
quand on pense à compétences, comment est-ce qu'on peut pratiquer des compétences qui vont être utiles pour l'école? Donc, la première chose qu'on peut regarder, c'est la variété alimentaire ou le répertoire. Donc, par exemple, travailler avec votre enfant pour choisir des options là, de dîner et de collation. Donc, offrir des choix, puis s'il peut participer dans soit la préparation ou les choix, ça amène beaucoup plus de chances qu'il va manger et qu'il va avoir suffisamment de calories là, pour sa journée bien remplie à l'école. Donc, choisir quelques options préférées. Vous pourriez mettre quelque chose de non préféré, mais que vous êtes peut-être déjà en train de travailler à la maison pour voir s'il pourrait le manger. On sait qu'il faut présenter plus que 20 fois, là, parfois, un aliment avant que votre enfant le mange. Mais parfois, s'il est dans sa boîte à lunch, puis il y a d'autres enfants qui mangent la même chose, parfois, il y a plus de chances peut-être qu'il va l'essayer. Donc, une autre chose à penser, quand on est en mode été où il y a des enfants aussi qui sont comme ça là, avant qu'ils commencent l'école, c'est le mode là, on mange un petit peu à n'importe quand dans la journée. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour l'enfant à ce moment-là de savoir s'il a faim ou s'il est rassasié. Donc, une des choses qu'on peut faire avant de commencer l'école dans les semaines qui suivent, c'est de commencer à parler de suivre un peu un horaire qui correspond à l'horaire là, des repas et des collations de l'école pour que votre enfant ait plus de chances qu'il mange dans ces moments-là. Que malheureusement, ce n'est pas possible de manger à plusieurs moments dans la journée, il faut suivre l'horaire. Donc, on peut penser à ça. Les vacances d'été, hein, souvent, on va plutôt être dans le style, comme j'ai mentionné, l'horaire est plus flou. Donc, pour soutenir, on pourrait commencer à penser à suivre cet horaire-là là, d'école. Ensuite, par rapport à prendre son repas à l'école, souvent, on a les contenants. On a parlé du thermo tantôt, là. Occasion de travailler la motricité fine, utiliser les mains pour ouvrir les contenants. Comment est-ce qu'il n'y a peut-être jamais eu la pratique de ça encore s'il n'a pas commencé l'école ou c'est peut-être quelque chose qui est plus difficile dû à sa motricité? Comment est-ce que vous pourriez faire ça? Alors, on peut peut-être préparer un goûter si on va visiter des amis ou si on va faire une excursion au parc. Donc, à ce moment-là, ça serait un moment de promouvoir là, la pratique d'ouvrir les contenants. On peut aussi avoir les contenants dans le frigo, puis on les ouvre pour prendre notre collation à la maison, par exemple, si c'est déjà préparé. Vous voulez voir, est-ce que votre enfant est capable, par exemple, de remplir sa bouteille d'eau, d'ouvrir les fermetures éclairs de sa boîte à dîner, c'est des choses comme ça là, que vous pourriez peut-être regarder, est-ce que mon enfant va être capable ou est-ce qu'il va avoir besoin d'aide? S'il y a de la difficulté avec une de ces compétences-là, vous pouvez trouver des solutions qui fonctionnent mieux. Par exemple, pour la fermeture éclair, parfois le petit bout est tout petit. Donc, rajouter un anneau d'un porte-clés, par exemple, sur l'embout de la fermeture éclair peut aider, là, comme ça, votre enfant peut juste mettre son doigt dedans puis tirer. Donc, trouver des trucs, des stratégies créatives là, pour l'aider. C'est le moment, en ce moment, avant là, qu'on soit pressé et que ça soit déjà rendu à l'école. Donc, des exemples ici de compétences que vous voudriez peut-être mettre en pratique, ouvrir le thermo, remplir sa bouteille d'eau, ouvrir un contenant de yogourt peut-être. Il y a des écoles aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? Il y a des écoles aussi où est-ce que tout ce qui est déchets retourne à la maison. Donc, comment est-ce qu'on peut aider votre enfant pour éviter là, les dégâts ou peut-être mettre un petit sac pour les déchets dans sa boîte à dîner. Ça pourrait être aussi un contenant qui peut devenir le contenant pour mettre les déchets dedans. Donc, ça, c'est un des trucs là, qu'on avait fait avec un enfant où est-ce que le contenant avec la sandwich, c'est là qu'on mettait l'enveloppe là, de la barre granola, par exemple, pour que ça retourne à la maison. Puis là, il n'y avait pas des déchets partout dans sa boîte à dîner. Donc, ça, c'est des exemples. Là, c'est quelque chose à penser. Donc, quand on regarde
les compétences scolaires, il y a beaucoup de compétences qui nécessitent de la motricité fine. Donc, par exemple, c'est une façon là, d'enfant de parler comment on utilise nos mains. À l'école, on veut développer les habiletés des enfants pour, par exemple, découper, colorier, utiliser les crayons, apprendre à écrire, hein, parce que écrire, c'est une grande composante de l'école. Si votre enfant commence tout juste à faire ces tâches-là, ou si c'est plus difficile parce qu'il y a des difficultés de motricité fine, comment est-ce qu'on peut faire? On peut développer la force des mains et la motricité fine par le jeu. Le plus on développe la motricité par le jeu, le plus de chances que les habiletés qu'on dit papier, crayon par la suite pourraient être moins difficiles. Donc, on peut travailler, par exemple, la force des mains. On peut utiliser nos mains pour ouvrir des contenants, on peut utiliser nos mains pour l'écriture. Donc, on peut à ce moment-là pratiquer avec différents types de matériel, comme de la pâte à modeler ou de l'argile. Utiliser nos deux mains pour faire quelque chose aussi. Ça, on a besoin de cette habileté-là à l'école. Donc, par exemple, des perles ou de l'enfilage. Aussi, d'autres tâches comme je dois tenir ma bouteille d'eau et verser de l'eau dedans. Donc là, j'utilise mes deux mains. Donc ça aussi, ça peut être une habileté pour développer la motricité fine qui va mimiquer plus tard. Je dois tenir mon papier pendant que j'écris. Donc, utiliser mes deux mains pour faire quelque chose. Je peux utiliser des pincettes pour ramasser des choses. Donc ça peut développer là, comment ma main se développe et comment je tiens un crayon. On peut travailler aussi des habiletés qui sont reliées plus à faire des marques, comme par exemple utiliser de la craie, comme on voit dans l'image ici, de la craie sur le trottoir. On peut faire du coloriage, on peut faire de la peinture. Donc, n'importe quoi qui nous permet de laisser des traces, laisser des marques, c'est une bonne habileté à développer, là, même si on n'est pas rendu à l'étape d'écrire. Donc, développer, juste mettre des marques sur du papier ou sur des surfaces appropriées, c'est une bonne façon de pratiquer la motricité fine. Pour les plus grands, la motricité fine peut ressembler davantage là, à pratiquer des compétences utilisées à l'école, comme par exemple pouvoir ouvrir son casier, par exemple une cadenas à combinaison. Donc ça se peut qu'il faut que ça soit travaillé à l'avance, ou on peut peut-être trouver d'autres solutions là, avec d'autres types de cadenas un petit peu plus faciles. Selon les écoles, il y en a qui nous laissent, il y en a qui nous laissent moins. L'autre chose, la gestion des contenants alimentaires. Ça, c'est encore la même chose qui revient. Je le dis souvent, là, mais c'est vraiment une des parties là, qui peut porter beaucoup de stress aux enfants. Là, c'est vraiment la gestion des contenants puis de pouvoir là, se nourrir. Gestion des fournitures scolaires, comme par exemple le classeur, des trombones, l'étui à crayon, utiliser la règle. Donc, des choses comme ça aussi, ça, c'est des habiletés de motricité auxquelles on pense moins parfois, mais avec les plus grands qui pourraient être importantes là, de se pencher puis regarder où est-ce que votre enfant est rendu dans ces habiletés-là. Un autre aspect qui est on va changer un peu là, d'orientation. On parlait beaucoup de motricité fine, on parlait un petit peu plus de motricité globale quand on regarde les compétences de jeu en plein air. Comment est-ce qu'on peut préparer les enfants à la rentrée scolaire pendant ces périodes-là qui sont moins structurées comme la récréation ou le temps de jeu, soit avant ou après l'école? Peu importe l'âge de votre enfant, il pourrait peut-être bénéficier d'une visite à l'extérieur. Donc, si c'est une nouvelle école, là, s'il n'est pas allé encore ou ça fait un petit bout qu'il n'est pas allé, ça fait 2 mois, ça pourrait être intéressant d'aller faire une petite visite à l'extérieur de l'école avant le premier jour d'école pour explorer. Certains enfants ont besoin d'une visite, ça pourrait être assez. D'autres enfants, plusieurs fois pour explorer, voir, là, s'habituer à cet environnement-là. S'intéresser à, selon son année scolaire, dans quelle région de la cour d'école est-ce que son groupe va être. Donc ça, c'est la première chose que vous pourriez regarder. Quels sont les intérêts de votre enfant et qu'est-ce qui pourrait l'intéresser à l'extérieur? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour lui? Puis, est-ce que votre enfant aurait besoin d'une activité plus structurée? Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être mettre quelque chose en place pour qu'il puisse aller explorer le matériel comme une chasse au trésor ou suivre
suivre le chef ou quelque chose comme ça pour que votre enfant explore plus. Donc, c'est des choses à regarder là, peut-être avant l'école. Un exemple d'environnement de jeu, hein, il y a différents types de cours d'école. Il y en a qui ont plus le type avec la structure, il y en a d'autres qui ont plus le type là, avec l'espace là, sur le pavé. Donc, allez voir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour votre enfant. Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité potentiels auxquels il faudrait peut-être mentionner à l'école? Donc, soit des risques de chute ou est-ce qu'il y a beaucoup de circulation. On peut voir, par exemple, celui de droite, ils ont des dessins sur le pavé. Donc, parfois, ça peut aider là, à démontrer là, aux enfants où est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'ils peuvent moins aller. Donc, est-ce que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait suggérer si ce n'est pas déjà là, soit avec de la peinture à craie ou quelque chose comme ça. Donc, aller explorer avant peut être positif là, pour votre enfant avant que l'école commence. Les occasions sociales. Bien, on sait que les occasions sociales, il y a plusieurs aspects là, de l'école qui imposent là, de ces moments sociaux-là. Comment est-ce que vous pouvez soutenir votre enfant à l'avance pour avoir un début d'école peut-être plus facile? Est-ce que votre enfant connaît déjà quelqu'un à l'école? Est-ce que c'est sa première expérience à l'école ou dans un nouveau groupe? Est-ce qu'il y a moyen d'entrer en contact avec d'autres parents avant le début de l'école? Est-ce que c'est possible d'aller se rencontrer soit sur la cour d'école ou au parc? Même si c'est juste passer un court moment ensemble, ça peut créer un sentiment là, de familiarité, de prévisibilité. Parfois, contacter l'équipe école pour voir si ça, c'est possible. Pour encourager les habiletés de jeu et les liens sociaux, pour y aider votre enfant là, à voir c'est quoi ses intérêts, puis c'est quoi les autres intérêts là, de ses amis aussi, pour commencer à en parler et développer ces aspects-là. Il y a des clubs scolaires, puis il y a des activités parascolaires aussi qui sont un excellent moyen là, d'établir des liens avec d'autres enfants en fonction de leurs intérêts communs. C'est votre enfant, est-ce que c'est les ordi ou c'est Minecraft ou qu'est-ce qui l'intéresse? Est-ce que c'est la musique? Donc, est-ce qu'il y a des activités parascolaires qui seraient reliées à ça? Ça pourrait être intéressant de regarder. Comme ça, votre enfant peut développer des liens avec des copains qui vont peut-être être dans sa classe ou au moins dans son école. Pour les activités, les occasions sociales, bien, comme j'ai mentionné, il y a les activités parascolaires. Il y a aussi différents conseils scolaires qui vont offrir des activités parascolaires comme, par exemple, club de Lego, club d'échecs ou des choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Et c'est vraiment, ça varie selon les conseils et selon les écoles, mais je vous invite à regarder qu'est-ce qui pourrait être possible pour votre enfant. Et aussi, Autisme Ontario a des activités communautaires super intéressantes que vous pourriez aussi explorer. Donc, pour ces occasions scolaires-là, là, de poursuivre exposer votre enfant à des occasions sociales. Donc là, on a parlé de la routine du matin, on a parlé des repas, on a parlé de jeux à la récré, des occasions sociales. Là, on est rendu à l'organisation. On n'a pas énormément de temps d'entrer dans une discussion complète sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives ou les compétences d'organisation puis de planification là, de niveau là, supérieur, mais juste un petit quelque chose là, pour donner des idées pour une autre année scolaire. Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre enfant commence là, du bon pied pour s'organiser? Bon, on a parlé d'organiser le sac à dos, des choses comme ça. Est-ce qu'un calendrier familial, ça pourrait être intéressant ou un calendrier spécifique pour votre enfant avec les rendez-vous, les tâches, les devoirs? Est-ce que c'est visible pour tous? Donc, ça pourrait être intéressant. Votre enfant pourrait peut-être vous aider selon son niveau de besoin ou de soutien qu'il a besoin. Il peut même peut-être vous aider à mettre certaines choses en place dans le calendrier, comme un marqueur de couleur pour différents membres de la famille ou pour différentes activités. Il y a des exemples aussi d'horaires visuels qu'on a vus que vous pourriez mettre en place pour la routine du matin ou pour l'habillage, par exemple.
Pour certains enfants, une liste des tâches à faire au retour de l'école peut être utile aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut organiser ça? Ça va dépendre de ce que votre enfant a besoin. Une des choses importantes, c'est la communication, puis le transfert d'informations entre la maison et l'école et entre l'école et la maison. Comment est-ce que votre école fait ces communications-là? Est-ce que c'est par l'entremise de Google Classroom? Est-ce que c'est un agenda papier? Non, ça dépend des écoles et de plus en plus, on va souvent vers les options numériques maintenant. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir suivre ça, puis aider votre enfant à se souvenir qu'est-ce qu'il a besoin d'apporter à l'école ou qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Donc, ça, c'est quelque chose à explorer aussi. L'autre chose aussi, comment votre enfant va communiquer quand il a besoin d'aide? Est-ce qu'il va demander à l'enseignante? Est-ce que c'est plus avec vous et vous allez communiquer ensemble avec l'enseignant? Donc, pour un enfant plus âgé, ça, c'est des choses à penser et pouvoir discuter à l'avance pour que votre enfant sache qu'est-ce qui va être possible pour lui et qu'est-ce qu'il va peut-être avoir besoin en termes de soutien pour l'école, pour ces communications-là, quand ça ne va pas ou quand il a besoin d'aide. Comment est-ce qu'on peut le préparer à ça? Demander de l'aide. Est-ce que je demande à mon enseignant? Est-ce que je demande à maman, papa? Et à quel moment? Donc, là, on a parlé de l'école et là, maintenant, on va parler de l'après-école. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, certains de vous, vous l'avez sûrement déjà vécu. C'est ce qu'on appelle l'effondrement d'après l'école. Dans le fond, votre enfant, toute la journée, gère des complexités de la vie scolaire comme plusieurs occasions sociales, des transitions, des informations sensorielles de tous côtés. Et il y a un phénomène qui peut être présent, c'est lorsque l'enfant doit gérer tout ça toute la journée, il contient ses émotions toute la journée, et quand il arrive à la maison, le domicile, c'est l'endroit sécuritaire. Donc, c'est là où est-ce que, on peut laisser relâcher. Donc, parfois, on a des familles qui vont nous communiquer que non, non, à l'école, tout va bien, il n'y a pas de comportement perturbateur, il n'y a pas de difficulté de régulation émotionnelle, tout va bien. Mais c'est après l'école qu'on va le voir et ça rend la vie à la maison très difficile. Donc, ça, c'est un phénomène qui existe, qui est l'effondrement d'après l'école. Donc, comment est-ce qu'on peut aider avec ça? Donc, sur la prochaine diapo, on va en parler un petit peu plus. Donc, première chose qu'on veut voir, c'est ça va être de discuter avec l'équipe école comment ça se passe à l'école. Si on ne voit pas de difficultés, comme j'ai dit, à l'école, ça ne veut pas dire que l'enfant n'encaisse pas toute la journée. Donc, est-ce qu'il y a moyen à l'école d'avoir des moments de pause ou est-ce qu'il y a moyen de diminuer les transitions, de rendre les transitions plus harmonieuses, peut-être avec des soutiens visuels ou des choses comme ça. Donc, il y a discuter avec l'équipe école, c'est la première étape. Ensuite, quand on arrive à la maison, mettre de la prévisibilité dans le retour à la maison. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, si on rend le retour à la maison prévisible, ça peut être avec des soutiens visuels ou avec un petit horaire où est-ce qu'on fait pas mal les mêmes tâches en revenant et amener votre soutien aux besoins. Donc, ça peut être quelque chose aussi qui va aider votre enfant pour relâcher un peu les attentes d'après l'école. Donc, parfois, on a besoin d'un endroit calme et moins de sollicitations, de demandes après l'école, juste pour laisser un moment à votre enfant avant, par exemple, de défaire le sac à dos, de faire les devoirs et tout ça. Ça se peut que votre enfant ait besoin de ce moment-là avant. Donc, c'est à vérifier. Peut-être que votre enfant, ça va, il n'a pas besoin de tout mettre ça en place, mais plusieurs enfants ont besoin qu'on pense à des stratégies pour prévenir l'effondrement d'après l'école. D'autres stratégies de régulation émotionnelle qu'on peut discuter. En voici des exemples. Donc, parler des émotions, mettre des mots sur les émotions. Donc, ça pourrait être une compétence cible qu'on pourrait parler. Donc, quand on parle
À la maison, parler de quand on a des différentes émotions, même si c'est nous, hein, si je suis fâchée, si je suis déçue, j'ai de la difficulté, modeler et mettre des mots sur ça peut aider votre enfant aussi à apprendre à pouvoir parler des émotions ou les exprimer et mettre des mots dessus. Donc, il y a différentes activités qu'on peut utiliser pour nommer les sentiments. Il y a des livres, il y a des images, il y a de la télévision. À la télé, il y a des émissions là-dessus aussi où est-ce qu'on en parle. Et à ce moment-là, ça peut aider votre enfant à mettre des mots sur les sentiments. L'autre chose aussi, les enfants plus âgés, ça peut être soit utiliser de l'art, utiliser un journal pour mettre des notes dedans, donc pour identifier leurs émotions, partager leurs sentiments. Ça peut être fait d'une façon comme ça aussi. Petite note sur le changement et le stress. Bon, pour certaines personnes, le changement, il peut être stressant. Donc, c'est important de se rappeler que le changement, c'est difficile. Puis, comment on exprime là, nos sentiments par rapport au changement va varier beaucoup selon les enfants ou les ados. Donc, une des choses qui est importante, c'est juste d'être à l'affût que ça se peut que ce soit c'est pas nécessairement ce qui vient de se passer dans la seconde près, mais juste le fait de retourner à l'école, qu'il y a un changement, mon horaire change d'un horaire d'été à un horaire d'école, juste ce changement-là peut amener des difficultés de régulation émotionnelle chez les enfants là, dans les premiers jours et même les premières semaines. Ça peut prendre 2-3 semaines parfois à s'adapter. Donc, si on voit que les choses ne s'améliorent pas là, au fil du temps, 3-5 jours, ben, peut-être amener un petit changement planifié pour essayer de voir là, si ça pourrait aider votre enfant. Donc, comme j'ai dit, soit un soutien visuel, soit amener travailler une nouvelle habileté qui peut aider pour la régulation des émotions, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut amener ça graduellement? C'est un petit changement pour voir si votre enfant peut tolérer. Au niveau de la régulation émotionnelle, on a aussi des stratégies qu'on peut mettre en place. On a parlé plus de développer les habiletés, mais aussi il y a des stratégies comme, par exemple, il y a les stratégies traditionnelles de régulation émotionnelle, comme respiration, la méditation ou la pleine conscience. Donc, ça, c'est des habiletés qui sont importantes de développer et on peut les développer avec les enfants pour gérer les émotions. D'un autre côté, il y a des stratégies plutôt sensorielles ou propres à votre enfant. Qu'est-ce que votre enfant aime qui va l'aider, lui, à s'autoréguler? Parfois, c'est des mouvements répétitifs qui peuvent être aidants. Ça pourrait être du toucher calmant ou un massage, ou peut-être ça pourrait être des outils comme des outils là, de manipulation, des choses comme ça. Être conscient de ce qui fonctionne mieux pour votre enfant, puis avoir l'occasion de communiquer ces stratégies-là à l'école aussi, ça peut être intéressant. Donc, s'il y en a que vous avez vu que c'est des stratégies gagnantes pour vous à la maison et votre enfant, vous pourriez les partager avec l'école aussi. Si jamais ça vous intéresse, on a parlé de stratégie sensorielle dans un des webinaires là, qui est disponible là, dans les ressources là, sur Autisme Ontario aussi. On va parler maintenant de la routine du sommeil et de l'heure du coucher. Ah, ça aussi, c'est une routine. Donc, avant que l'école commence, je ne sais pas pour vous, mais parfois, les horaires de coucher vont changer pendant l'été et retourner à un horaire de sommeil ou une routine avant le début de l'école, ça pourrait être intéressant. En gardant en tête votre cadre d'enseignement qu'on a pensé, qu'est-ce que vous voudriez enseigner? Est-ce que c'est une routine au coucher? Ça va peut-être prendre décomposer en petites étapes. Là. Est-ce qu'on a besoin de décomposer en petites étapes? Est-ce qu'il y a des habillages, puis l'habillage pour le coucher? Est-ce qu'il y a des stratégies, des activités apaisantes qu'on voudrait mettre dans la routine du coucher? Et est-ce qu'il y a des habiletés plutôt d'hygiène qu'il faut développer au moment du coucher, comme se brosser les dents, par exemple? On parle aussi de plus en plus de limiter l'utilisation des appareils électroniques juste avant le coucher. Donc, les recommandations, ça peut être jusqu'à 2 heures avant le coucher de diminuer l'accès aux appareils électroniques pour encourager là, le sommeil à venir. Donc, utiliser un nombre suffisant d'heures de sommeil, bien, ça va varier. C'est peut-être quelque chose que vous voulez consulter avec votre médecin, l'âge de votre enfant, ses habiletés, son niveau d'activité pendant la journée. Est-ce qu'il y a encore un petit repos qui se passe ou une relaxation qui se passe à l'école?
donc, ou qui se passait, puis là, on a coupé ça. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder, puis définir une heure de coucher et de réveil qui va faire du sens là, pour vous dans cette nouvelle année scolaire-là qui commence. Le maintien de l'heure du coucher et du réveil constant peut aider le corps à entrer dans cette bonne routine-là. Donc, on recommande habituellement là, de garder là, la fenêtre d'environ 30 minutes là, dans l'heure du coucher et du réveil, même le week-end, là, la fin de semaine, pour que votre enfant ait un horaire stable là, de repos. C'est ce qui est recommandé. Mais avec tout ça, et je vous encourage encore à mettre vos questions. Il y a encore du temps pour mettre vos questions dans la boîte de questions-réponses. On veut avoir un équilibre entre les temps de repos, le plaisir, puis se préparer pour l'école. Donc, il ne faut pas trop se mettre de pression, mais on vous a donné beaucoup d'informations et dans le fond, les suggestions, c'est apprendre avec celles qui vont faire le plus de sens pour vous et pour le retour à l'école de votre enfant et ses besoins. Donc, il y a beaucoup de ressources disponibles sur ça. Vous pouvez toujours revenir vers ce webinaire-ci à un autre moment pour voir, OK, on est rendu ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Donc, mais l'important, c'est de garder à l'esprit, c'est qu'est-ce que votre famille aime faire ensemble, à quel moment est-ce que je peux insérer certaines pratiques de ces habiletés-là dans la routine de notre famille pour ne pas ajouter plus de travail là, à développer ces habiletés-là, bien entendu. Donc, j'espère que ces suggestions et exemples de routine vous ont été aidantes et on va pouvoir discuter de vos questions dans quelques minutes. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'être venu à notre webinaire sur la rentrée scolaire, les stratégies de préparation aux routines scolaires. J'espère que vous avez trouvé l'information intéressante et aidante pour vous et votre famille. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va répondre à quelques questions. Vous avez encore le temps de mettre une question dans la boîte questions-réponses. On va regarder s'il y en a qui rentrent pendant que je réponds à la première question. Donc, la première question qu'on a, c'est qu'est-ce que je fais si mon enfant ne tolère pas là, quand je l'aide physiquement? Donc, j'essaie de l'aider physiquement, par exemple, à mettre son pantalon et c'est la crise quand j'essaie de guider ses mains. Très bonne question. On a parlé d'incitation et il y a différents types d'incitation. Première chose qu'on va regarder, c'est pourquoi on pense que c'est difficile là, de tolérer qu'on touche ses mains. Donc, première chose que je fais, c'est je fais mon détective. J'essaie de voir si je faisais rien, si je ne touchais pas ses mains, il donnait juste la consigne ou si vous utilisez des visuels, si je pointais juste au visuel, par exemple, monter le pantalon, qu'est-ce qu'il ferait? Donc, ça, c'est toujours une bonne question et de l'essayer, de le tester. Est-ce qu'il va monter son pantalon tout seul? Hey, on pourrait être surpris et peut-être qu'il est capable, puis il a juste besoin que vous donnez la consigne. Sinon, s'il ne fait pas, par exemple, là, on peut rentrer dans ce qu'on appelle une différente hiérarchie d'incitation ou d'aide qu'on peut donner. Donc, si on voit que votre enfant a de la difficulté quand vous l'aidez physiquement, vous pourriez essayer de l'aide qu'on appelle moins intrusive ou différents types d'aide. Comme par exemple, peut-être pointer la ceinture du pantalon puis dire monte. Donc là, où est-ce que là, on utilise une incitation gestuelle, où est-ce que là, on va toucher la ceinture du pantalon, par exemple. Ou on peut aussi faire un modèle où est-ce que là, vous remontez juste un petit peu. Là, vous attendez voir s'il va le faire tout seul. La raison pourquoi il ne tolère pas qu'on touche ses mains, il peut avoir différentes raisons. Peut-être qu'il veut le faire tout seul. Peut-être qu'il ne sait pas ce que vous allez les faire, donc c'est peut-être pas assez prévisible pour lui. Peut-être qu'au niveau sensoriel, quand on essaie de guider ses mains, c'est pas confortable pour lui. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi. Donc, c'est bien de faire le détective et de voir qu'est-ce qui se passe si on n'en donne pas d'aide, est-ce qu'il est capable? Et là, ensuite, essayer peut-être des aides ou des incitations qui sont différentes, comme des gestes ou du modelage. Donc, d'en faire un petit peu, puis là, d'attendre.
et voir s'il le fait tout seul. Donc, j'espère que ça répond à cette question-là. Deuxième question qu'on a, c'est, on a parlé de visuel. Combien de temps est-ce qu'on garde ça, des horaires visuels, par exemple, pour les routines? Ça dépend. Donc, des petites questions à se poser avant, c'est est-ce que votre enfant peut faire la routine sans que vous ayez besoin de donner des rappels et de l'aider, de l'aider et aussi de le faire de façon là, qui reste régulée. Donc, où est-ce qu'il n'y a pas de difficulté là, de régulation émotionnelle, par exemple, pendant la routine. Une fois que ça, c'est solide et qu'il peut le faire dans différents contextes, cette routine-là, par exemple, là, on pourrait considérer d'estomper des visuels. Parfois, on estompe les visuels un petit peu trop tôt et l'enfant va démontrer là, des difficultés. Donc, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'il est capable de le faire sans qu'on doit aider et est-ce que c'est de façon, là, l'autorégulation est là. Une fois qu'on voit ça, on pourrait avoir un horaire visuel un petit peu plus général. Donc, plutôt que mettre toutes les étapes du brossage de dents, par exemple, on pourrait juste mettre que c'est le temps de brosser les dents. Et là, ça, c'est comme, ça fait partie de la routine. Puis là, on peut enlever toutes les étapes du brossage de dents si votre enfant est capable de le faire de façon autonome et bien régulée. Donc, ça, c'est une stratégie là, que vous pourriez regarder pour voir est-ce qu'on peut enlever les visuels. Mais bien faire attention. Je ne les mettrai pas aux poubelles, on pourrait les garder au cas où, parce que parfois, à certains moments, on a besoin de les ramener pour soutenir votre enfant là, dans cette routine particulière-là, parce que parfois, ça peut arriver qu'on a des moments qui sont plus difficiles où est-ce que là, on aurait besoin des visuels pour soutenir. Donc ça complète les questions qu'on avait pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté des idées et peut-être des façons créatives de préparer la rentrée pour votre enfant. Et je vous remercie infiniment d'avoir assisté à ce webinaire et au plaisir de vous voir plus tard. Merci.